Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook du musée Semblin. On vous propose aujourd'hui une visite guidée du parcours des Beaux-Arts. Alors on a fait bien sûr une sélection de ces œuvres, on ne peut pas tout voir. Alors pour ma part, j'ai décidé de faire une sélection par rapport aux 5 types de peintures qu'on peut retrouver dans le monde. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, il y en a 5. Donc la peinture d'histoire qui parle d'événements bibliques, mythologiques ou tout simplement de grandes batailles ou juste d'histoire. On a aussi le paysage, ça prend tout son sens juste en le disant. La nature morte, c'est tout ce qui regroupe les peintures où il n'y a pas d'objets ou de choses qui peuvent se mouvoir, d'eux-mêmes en tout cas. Vous avez aussi les portraits et la scène de genre. Et justement, nous, on va commencer par la scène de genre, l'un des tableaux les plus anciens de ce type dans le musée et quand même assez connu dans la région car il est quand même sur un sujet assez particulier. Alors, il se trouve juste derrière moi. Il s'appelle L'excision de la pierre de folie par Peter de Bruegel, appelé Bruegel l'Ancien, quand même assez connu dans la peinture flamande. Et ce tableau date du XVIe siècle. Alors, il faut savoir que Peter Bruegel va aussi peindre des paysages, etc. Et là, il va vouloir faire une sorte de satire, d'énoncer des choses avec ce tableau. Alors, qu'est-ce que l'excision de la pierre de folie? La pierre de folie, c'est... Alors, à l'époque, on considérait que les personnes avec un handicap mental ou avec un problème mental, en tout cas, avait cette pierre de folie dans le cerveau et pour pouvoir régler ce souci, rendre la personne saine, il fallait lui enlever. Donc on va retrouver dans ce tableau justement une mise en scène assez particulière de cette excision de la pierre de folie. Alors on le voit quand même assez bien, c'est qu'ici on a beaucoup de malades qui arrivent avec des yeux quand même assez énormes, une forme de bouche particulière et vous avez des médecins qui vont essayer d'enlever cette pierre de folie de la tête de ces malades. Alors le médecin, le chirurgien principal, c'est cet homme ici, habillé en noir, qui va exciser et enlever cette pierre de folie de la tête du cerveau des malades. On le voit ici, il tient une sorte de pince, de tenaille en fer. Et justement, Bruegel va apporter beaucoup d'attention à ces petits détails de ces outils utilisés pour exciser la pierre de folie. On en a aussi toute une flopée à ses pieds. Vous en retrouvez ici. Vous en avez aussi accroché parfois à leur ceinture, donc c'est assez particulier. Si on le veut, on peut presque se rendre compte du parcours que va suivre le malade quand il va rentrer dans le cabinet. Donc là, ici, il rentre, il est porté par des soigneurs. On va ensuite l'installer, lui enlever le chapeau, lui enlever la veste pour l'installer dans une chaise où il sera attaché. On a ensuite, alors soit là ou là, c'est quelque chose d'assez similaire, on les voit donc attachés. Ils n'ont pas l'air d'apprécier non plus ce qui se passe. Ils se débattent, on va leur ouvrir le crâne pour enlever la pierre de folie. On voit ici surtout cet homme qui est en train de se débattre, ou celui-ci qui s'est carrément retourné de sa chaise et on voit le médecin au-dessus en train de lui inciser le crâne. Et puis ensuite vient le moment du soin. Juste ici, ils sont toujours attachés. On voit des soignantes ici en train de les bander. Et ce qui est assez particulier aussi, c'est ce côté satirique de la scène. C'est qu'on voit tous ces événements et puis au final, dans le fond, on a cet homme ici. Alors, c'est assez particulier, mais c'est vraiment typique de la satire flamande de retrouver ce genre de scène. On a un homme ici qui est en train de déféquer et pourtant on sait bien qu'il a été soigné. Donc est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Bien sûr. Ça, c'est à voir selon vous. Alors vraiment, Bruegel ici, on reconnaît sa touche, on reconnaît l'art flamand, avec des couleurs quand même assez vives, qui vont être ponctuées aussi de couleurs brunes, ou plutôt l'inverse, dirais-je, plutôt des couleurs vives comme le rouge ici, qui représente le sang d'ailleurs, avec tout ce côté foncé qui rend aussi un aspect très inquiétant de la scène, et donc il dénonce cette pratique quand même assez barbare de l'excision de la pierre de folie.
Bien, comme je vous l'ai dit, on est passé donc devant une scène de genre. Juste à côté de cette scène de genre, dans le second cabinet de peinture du musée Sandelin, vous avez des natures mortes. Et ici, encore une fois, une nature morte d'origine flamande. Celle-ci, par contre, du début du XVIIe siècle et qui a été réalisée par Ozias Berthe, qui est très connu pour ses natures mortes et notamment des natures mortes de table, mais assez complètes. On va y retrouver beaucoup de choses. Alors, ici, ça s'appelle la nature morte à l'artichaut. Si vous faites des recherches, vous pouvez trouver nature morte aux huîtres, aux artichauts, qui sont assez similaires sur le plan de table. Et la particularité de Berthe, c'est de donner une perspective quand même assez approximative, mais il est légèrement en surplomb de la table pour pouvoir donner quand même cette différence d'espace, réaliser l'espace entre les différents éléments de son œuvre. Ozias Berthe aussi, il faut le savoir, il a été méconnu pendant très longtemps, jusque dans les années 1930, où justement les collectionneurs vont commencer à retrouver, à vouloir aussi se réintéresser aux natures mortes, et c'est là qu'il va avoir une reconnaissance un peu plus conséquente, alors que c'est tout de même un peintre du début du XVIIe siècle. Et ici, Ozias Berthe va vraiment continuer ce qu'il est habitué à faire. Il va toujours avoir des tons assez sombres, il y a des nuances de marron, on voit très bien, la table est totalement marron, le fond aussi, et il va rajouter des touches de couleurs comme les rouges, les bleus sombres ou les gris sombres, et il va aussi avoir une caractéristique, c'est que lorsqu'il montrera des plats, ce sera souvent des porcelaines chinoises ou en lit, comme vous pouvez voir ici, et le petit bol qui est ici, ou sinon des matériaux comme de l'étain ou de l'argent. Donc on a deux grandes assiettes ici, et puis la salière. Alors cette œuvre, elle est assez particulière parce que c'est une nature morte à l'artichaut, donc on voit bien que le sujet principal est au milieu, et pourtant on a plein d'autres informations autour. Peut-être que c'était une table de personnes nobles ou tout simplement une table de l'aristocratie flamande, parce qu'une salière en argent, tout le monde ne peut pas se le permettre, surtout que c'est une belle salière qui a vraiment eu un gros travail d'orfèvrerie. On a des détails au-dessus, des détails aussi au niveau des pieds qui sont en forme de cuillère, et puis vous avez bien sûr la salière tout en haut. Donc ça décore une table, en plus de toute la vaisselle que nous sommes habitués à voir, et notamment ici le couteau qui est extrêmement bien réalisé, surtout avec ce manche qui est fait en damier, donc on sait qu'il maîtrise malgré tout la perspective grâce à ce damier. Alors tous les éléments qu'on retrouve sur cette table font plus ou moins partie de la même saison. L'artichaut est généralement récolté entre mai et août. C'est d'ailleurs la période, n'hésitez pas, il y en a de très bons à Saint-Omer. Vous avez aussi des fraises des bois, alors parfois on peut les confondre avec des framboises, mais elles se trouvent ici, et des cerises. Nous sommes bien d'accord, c'est la période. Cette table nous permet aussi de savoir nous repérer dans le temps. Il n'y a pas de fruits qui auraient pu être récoltés comme par exemple au mois de septembre ou au mois d'octobre. On a quand même quelque chose d'assez cohérent, d'assez similaire. Il va aussi rajouter des petites touches, alors vraiment très légères. Alors le vert est présent au milieu, mais vous en avez aussi un petit peu ici qui tend légèrement vers le marron. Alors même si c'est une nature morte, on retrouve une sorte de moucheron ici, un petit papillon, mais l'ensemble général, on voit que ce sont des objets qui ne peuvent pas se mouvoir. Donc vraiment ici, Ozias Berthe va faire un gros travail avec la lumière, avec les couleurs, avec la perspective. On ne s'en rend pas totalement compte au premier coup d'œil, mais ici, la lumière ne nous vient pas de ce côté-ci, ne nous vient pas d'en face, mais légèrement plutôt de ce côté-ci. Les cerises noires ici sont très peu mises en lumière, et d'ailleurs elles se confondraient presque avec l'assiette en étain. Après avoir fait la scène de genre, la nature morte, nous restons quand même dans l'art flamand avec le paysage. On ne peut pas passer à côté quand on parle de l'art flamand, parce que le paysage va vraiment être mis en valeur par cette école. Et on ne peut pas passer non plus à côté des Bruegel. Donc le premier tableau que nous avons vu était un Peter de Bruegel l'Ancien, qui est le père de Bruegel le Jeune et de Jan Bruegel, qu'on dit de velours. Donc on va l'appeler ainsi tout le long
de cette explication. Donc Bruegel de Velours, lui va faire ses études, il va être maître à la guilde d'Anvers, guilde de Saint-Luc, donc quand même quelque chose d'assez reconnu dans l'art flamand, dans le monde flamand. Et il aura un très grand protecteur et client qui est l'archiduc Albert VIII. Et donc grâce à ça, il va avoir de nombreuses commandes. Ce n'est pas le cas pour ce tableau, mais on sait que voilà, l'art de Bruegel de Velours va être mis en avant grâce à ce grand commanditaire et ce grand protecteur. Dans le monde du paysage, et justement le paysage flamand, il y a une nouvelle technique qui va naître au XVIIe siècle et qui sera assumée et assurée dans les autres siècles, c'est ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Alors comment ça fonctionne? Initialement, on a un point de fuite assez précis comme on peut le voir à la Renaissance. Ici, la perspective atmosphérique va être mise en place grâce aux couleurs. On va jouer avec des ocres, des marrons, des bleus puis des verts. Et on le voit vraiment bien ici. On commence en premier plan ici avec quelque chose d'assez foncé, d'assez voire même doré. Les ocres sont très présents. Et aussi cette route qui est gris-bleu qui va aller tout au long vers le fond du paysage. Et bien sur cette route, on se rend compte que les ocres vont s'atténuer pour laisser place à du vert. Et dans le fond, on a plutôt du bleu. Donc ça va vraiment être toute une question de dégradé, de nuances, qui va permettre de faire une perspective atmosphérique. Et au final, quand on regarde le tableau, on ne prête pas tout de suite attention aux détails qui se trouvent en premier plan. On est indirectement attiré vers le fond de l'œuvre par la route, mais aussi grâce aux couleurs. Donc on va quand même revenir nous sur les premiers plans. On voit vraiment des scènes assez simples et bucoliques. C'est d'ailleurs une des spécialités de Bruegel de Velours. Donc on va avoir une vie plutôt paysanne avec ici le travail avec des chevaux, avec des bœufs ou des vaches. On va aussi avoir l'architecture qui va être tout doucement installée avec ce qu'on appelle des toitures à pas de moineaux, très typique de l'architecture flamande. Et si vous êtes habitué à venir à Saint-Omer ou en Flandre, c'est quelque chose qu'on voit très facilement sur les façades. Donc cette architecture est vraiment typique, donc qui s'inspire aussi du monde qui l'entoure, de ce qui peut se passer autour de lui et en campagne pour illustrer le paysage. Attention, on dit bien que c'est un paysage et non pas une scène de genre. Même si on a des personnes qui se mouvoient dans l'œuvre, ils ne sont pas le sujet principal. Là, ici, ça va vraiment être le travail de la végétation, des feuilles, des animaux et puis du décor qu'on aura en fond qui va être le plus important. Voilà pour comment aussi différencier différentes peintures, la scène de genre, la nature morte et le paysage. Tout se fait aussi par le sujet principal et si on le voit bien, c'est peut-être cette petite campagne, on voit même un clocher d'église qui se trouve au fond, qui est peut-être le sujet principal de l'œuvre de Bruegel, en tout cas pour celle-ci. Alors nous venons de voir 3 peintures de l'école flamande et là on se détache tout doucement du nord, on va même faire un petit détour vers le sud. Alors cette œuvre ici a une grande histoire sur son origine, surtout sur qui l'a peinte. Alors initialement, quand elle est arrivée dans les collections du musée, il y avait une signature qui était Giuseppe Ribera. Giuseppe Ribera est un peintre d'origine espagnole, mais qui va aller vivre la majorité de sa vie en Italie, à Naples. Donc voilà, déjà au niveau de l'origine de la personne, il est espagnol, mais vit en Italie. Sauf que quelques années plus tard, on se rend compte que cette signature a été apposée après la réalisation du tableau, donc on met en doute le fait que cette œuvre soit de Ribera. On va plutôt l'attribuer à une autre personne qu'on ne connaît pas, qu'on surnomme le maître du jugement de Salomon. Même période, on est au XVIIe siècle, même technique, mais on n'est pas sûr. Donc ce maître du jugement de Salomon, qui a fait quand même plusieurs œuvres, dont une sur les 5 sens, va être mis à l'honneur sur ce tableau. Sauf que on va se rendre compte que sur Ribera, on a très peu d'informations sur sa formation et sur ses œuvres de début de carrière. Et puis aussi que certaines des œuvres attribuées à maître du jugement de Salomon ont été attribuées à Ribera. Donc il y a un grand mystère qui s'installe et plusieurs personnes ont fait des recherches, ont émis des thèses. Et la dernière est que, alors c'est celle de Gianni Papi, et que en fait, tout simplement, le maître du jugement de Salomon, eh bien c'est Ribera.
Ce qui expliquerait justement qu'on avait en tout cas très peu d'informations et aussi de peintures du début de sa carrière. On divise la carrière de Ribera en deux périodes, la période dite douce et la période dite agressive. La période douce, vous avez un exemple ici, on est sur la fin. C'est des couleurs assez ternes, légèrement réajustées, des personnages qui sont en mouvement mais en même temps assez statiques. On voit qu'il est encore en expérimentation, en recherche de sa patte. Et justement, on va en parler de ses œuvres. Donc pour ce qui est du grand mystère de l'auteur, aux dernières nouvelles, en tout cas dans les années 2000, c'est Gianni Papi qui désignera le maître du jugement de Salomon comme Ribera. Alors cette œuvre, alors justement, je ne vous l'ai pas mentionné auparavant, mais les trois premières œuvres, ce sont des huiles sur bois. Et là, ça y est, on passe sur huile sur toile. Vous le voyez peut-être par rapport à la luminosité, ça brille peut-être un petit peu moins. Alors il y a toujours du vernis de protection, mais c'est beaucoup plus atténué que sur une huile sur bois. Alors on a deux grands personnages, le tableau vous voyez il est quand même de taille assez conséquente, ce sont deux philosophes, ce tableau on l'appelle la dispute des philosophes, leurs propres noms nous ne les connaissons pas, en revanche nous savons qu'il y en a un qui va soutenir la théorie d'Axanagor, et l'autre qui va soutenir ici la philosophie de Lacides. Alors ce sont deux philosophes grecs, ils n'ont pas vécu à la même période. Anaxagore a vécu environ 500 avant Jésus-Christ et Lacides environ 280 avant Jésus-Christ. Donc ce ne sont pas des contemporains, mais ils ont tous les deux écrit sur le sujet de la nature et l'explication des phénomènes naturels. Donc on suppose que c'est quelque chose d'assez scientifique, surtout que par cet homme ici en ocre, on voit au niveau de sa main qu'il y a des dessins quand même assez particuliers, voire même de la géométrie, pourquoi pas. Alors c'est pas distinct, mais on voit qu'il y a un travail de recherche qui est toujours soutenu donc, par Anaxagore. Et de l'autre côté, cet homme en vert ici a aussi un ouvrage permettant de soutenir ses propos. Donc c'est censé être une dispute, alors je ne sais pas si de votre côté vous le ressentez, mais pour des personnes qui se disputent, leurs bouches ne sont pas très ouvertes et leur visage pas si expressif que ça non plus. C'est encore une fois là l'expérimentation et la recherche de Ribera. On voit un détail magnifique au niveau des drapés, de la réalisation des mains et des visages. Cependant, au niveau expression, c'est plutôt statique. Ça s'appelle la dispute des philosophes parce qu'ils ont des gestes assez théâtraux, et les drapés amplifient tout cela, mais c'est vrai qu'au niveau des visages, voilà, l'expression, elle est peut-être un peu dure, on s'interroge peut-être, mais pour des personnes qui sont en train de se disputer, qui sont censées dialoguer, leur bouche en tout cas n'est pas en mouvement. Donc c'est assez particulier. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que Ribera ici fait un choix assez simple. Une table, deux personnes dans des drapés de couleurs légèrement différentes et un fond très foncé pour mettre en avant aussi, sûrement, l'aspect âgé de ces personnages. Un philosophe, c'est quelqu'un qui a fait des recherches pendant longtemps sur plusieurs sujets et qui a sûrement mis un temps avant d'avoir une idée précise sur quelque chose. Voilà. Le côté sagesse du philosophe ressort aussi un petit peu avec la représentation des personnages ici de Ribera. Donc tout doucement, je vous l'ai dit, on s'éloigne de l'art flamand. Là, on est dans la période italianisante. Certains déjà flamands le font, notamment pour les paysages. Et puis on va arriver tout doucement au XVIIe, XVIIIe siècle en France. Donc on se retrouve d'ici quelques instants dans une autre salle. Alors, comme je vous l'ai dit, petit bond dans le temps et dans l'espace, nous sommes en France et nous sommes en 1774. Oui, que je ne vous dise pas de bêtises, 1774, devant une œuvre de François-André Vincent qui représente le maître Rousseau. Alors, nous sommes sur une cinquième catégorie de peinture. Là, ici, concrètement, on le voit bien, c'est un portrait. Alors, on va d'abord parler de François-André Vincent, qui est le fils d'un miniaturiste, une personne qui fait des miniatures, de gravure d'ailleurs, qui lui s'appelle François-Élie Vincent.
Il va très rapidement se former et il va gagner le Grand Prix de l'Académie, ce qui va lui permettre de pouvoir partir à Rome, dans le palais Mancini, pour aussi avoir des compétences supplémentaires, des caractéristiques supplémentaires. Il va y partir de 1771 à 1773 et ce sera pendant ce séjour qu'il va rencontrer le maître Rousseau qui lui y sera entre 1773 et 1775. Donc vraiment il va le rencontrer, il va poser pour Vincent. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'en France, à ce moment-là, on va avoir Dangivilliers qui va être nommé à la tête du bureau des bâtiments. Et c'est une personne qui va prôner quelque chose de simple, l'épuration des choses, l'épuration des sens. Et ça va faire écho à Vincent qui, lui, justement, même s'il est en Italie, où c'est un endroit où on foisonne beaucoup, il va vraiment prendre en compte ce côté-là et il va décider de faire quelque chose d'assez épuré. On le voit ici, il va jouer sur les nuances de couleurs, sur les teintes, sur la luminosité du tableau. Un fond foncé mais neutre et on reste sur des couleurs simples comme le gris pour les cheveux, pour la tenue, ponctuée de petites couleurs vives comme les boutons de la manchette ici ou encore la table qui est drapée d'une nappe rouge. Et la particularité des portraits généralement de la fin du XVIIIe siècle, c'est qu'on va essayer de représenter les personnes dans leurs habitudes, comme de tous les jours, plus posées comme on peut le voir par exemple pour des rois où ils sont vraiment en train de poser plusieurs heures. Là non, ça va vraiment être au moment d'habitude et en fait sans le savoir, sans connaître ce personnage, on sait qu'il est architecte. Comment? Grâce à cet objet qu'il a dans la main, un compas, qui est l'ustensile vraiment des architectes à l'époque et son livre aussi, tout travaillé, où on voit des choses griffonnées, des tableaux, peut-être aussi des petits dessins de graphiques pour on ne sait quel bâtiment, mais en tout cas sur son travail d'architecte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Rousseau tourne le visage vers nous, mais ce moment qui est pris par Vincent dans cette peinture, c'est comme si on prenait aujourd'hui une photo. On appelait quelqu'un et qu'il levait la tête de son travail. Donc on a ce regard assez particulier, une expression assez effacée parce qu'elle est instantanée normalement, où c'est le moment où on est surpris qu'on soit appelé, où on se demande qui nous a appelés. Voilà, ce regard est quand même plein d'interrogations et en même temps, il est insistant quand il nous regarde. Donc, on a quelque chose d'assez particulier. Il faut savoir aussi que Vincent, après avoir fait ce tableau, en 1777, il va envoyer une quinzaine de tableaux au Grand Salon et il va avoir une critique très favorable. Ça va lui permettre vraiment d'avoir un début de belle carrière. Il va malheureusement tout doucement s'arrêter de peindre jusqu'en 1801. Il est connu pour être un portraitiste plutôt néoclassique. Alors certes, on est encore au XVIIIe siècle, mais c'est le début du néoclassisme. Et il fait partie de ces premiers. Il ne sera pas reconnu comme le premier. Il n'a pas une renommée mondiale comme peut l'avoir David, par exemple, qui lui fait vraiment du néoclassique. Et pourtant, ils se sont côtoyés, ils sont de la même période. Et Vincent, il faut savoir qu'il va peindre quand même sous plusieurs régimes. La royauté, le directoire, le consulat et même l'empire. Donc il va quand même survivre, dirais-je, à ces différents gouvernements et son œuvre aussi va y survivre. Il deviendra plutôt professeur sur la fin de ses jours, mais continuera toujours à graver de petites choses et à peindre de petites choses qui sont très peu reconnues. C'est pour ça qu'on le met aussi à l'honneur aujourd'hui dans ce salon. Alors vous le reconnaissez peut-être aux tapisseries. Nous sommes dans le salon doré du musée. Vous connaissez sûrement le lever de Fanchon qui est parti et qui est encore au Japon en ce moment. Vous connaissez sûrement aussi le portrait de Louis XVI ou celui de Madame de Pompadour. Parfois, nous passons à côté de celui-ci. C'est pour ça qu'on l'a mis à l'honneur et qu'on a mis François-André Vincent à l'honneur avec ce tableau. On va passer dans le salon de musique.
Là, par contre, vous les connaissez sûrement, ce sont les Boilly, mais ils sont toujours très intéressants à découvrir. Alors, les Boilly, Louis-Léopold Boilly. Je voulais finir cette visite par ses œuvres parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de notre histoire locale. Louis-Léopold Boilly est né quand même à La Bassée. Il n'est pas né si loin que ça d'ici. Il va bien sûr être élevé auprès de sa famille à Douai et partira en 1780 environ pour Paris, pour s'installer à Paris. Donc il avait déjà suivi une formation et puis il va pouvoir travailler sur la région parisienne et très rapidement il va avoir un grand commanditaire, le comte Antoine Calvé de La Pallomme, qui va lui demander une série de 11 tableaux. Et là, ici, au musée Sandelin, nous en avons quand même 4 sur le thème de l'amour. Alors, chaque tableau doit être pris indépendamment, mais vous verrez qu'au musée Sandelin, c'est assez particulier parce que bizarrement, ces 4 tableaux pourraient raconter une histoire, mais ça, on en parle à la fin. Alors, on va avoir d'abord ce premier tableau, celui-ci d'abord, qui lui date de 1789. Donc, les 11 tableaux ont été plus ou moins réalisés entre 1789 et 1791-92, avec toujours une vue, une validation de la part du comte sur la thématique, etc. Alors, parfois, Boileau va prendre un peu ses aises, mais pour ceux qui sont au musée Sandelin, on en parlera le moment venu. Alors celui-ci s'appelle La visite reçue, toujours sur le thème de l'amour. Alors on le voit quand nous sommes proches du tableau, donc j'espère que vous pourrez peut-être le voir, ou en tout cas n'hésitez pas dès que le musée est ouvert pour revenir voir ce tableau. Vous avez cette jeune femme ici qui passe un message ou qui reçoit un message d'un petit domestique en pleine lumière. En revanche, on le voit assez peu, mais dans la pénombre ici, il y a la silhouette d'un officier qui est installé et on voit qu'il a oublié certains de ses effets ici sur la chaise. Peut-être était-il en train de dîner, on voit 2 assiettes. Peut-être était-il en train de converser, mais en tout cas, on voit qu'il y a ce côté surprise d'une visite reçue, soit le côté surprenant du jeune homme ici, ou alors peut-être le côté surprenant de cet homme qui arrive peut-être à l'improviste. La visite reçue, c'est quand même assez large, mais le but ici, en tout cas, La Pallomme a demandé à Boileau de représenter essentiellement le jeune amour, l'amour les premiers amours, les premiers émois, en tout cas pour ce tableau-là. Ce qui est magnifique, c'est que Boileau, initialement, c'est un portraitiste. Donc, il sait travailler les visages, il sait travailler les décors, et là, il va vraiment, en plus de ça, ajouter à sa liste de compétences le travail des drapés et des matières. Et ici, on voit très bien la robe en satin, très illuminée déjà par la lumière, mais qui nous rend ce côté assez satiné de la matière. On le voit vraiment, vraiment très bien. On a vraiment cet aspect de lumière qui nous permet d'avoir ce mystère d'une visite qui peut être reçue. Là ici, celui que nous avons juste ici, c'est le concert improvisé. Celui-ci date de 1790. Et encore une fois, le sujet principal, c'est la rencontre, le côté, quand on est au Moustillé, lors d'une première rencontre, comme vous aviez peut-être 16 ans ou 20 ans, peu importe, mais en tout cas, ce côté assez juvénile de l'amour est représenté ici. On voit cette jeune femme en train de donner un concert avec la chanteuse juste derrière, un officier qui vient sûrement lui faire la cour et son regard, sa tête tournée vers lui, elle lui fait quand même peut-être les yeux doux. Ne sait-on pas. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est la lumière. On a une première lumière ici qui met vraiment en scène cette rencontre entre l'officier et la jeune femme, et une autre lumière ici, beaucoup plus tamisée. Pareil, je vous invite à venir au musée pour voir les détails, où on voit une vieille dame allongée dans un fauteuil, à son pied, un chien et un petit enfant. Donc on a cette double source de lumière qui permet d'intensifier la scène principale.
Donc déjà, là, ici, on pourrait s'amuser déjà à faire un lien entre ces deux tableaux. Peut-être ici était-ce la rencontre entre l'officier et la jeune femme, parce qu'on retrouve de nouveau un officier ici et ce qui est arrivé après. Donc déjà, on peut s'amuser avec toute notre imagination de passer à l'un à l'autre. Nous en avons encore deux à voir. Alors continuons toujours de manière chronologique. 1790, on a une autre œuvre ici de Boilly, toujours sur le thème de l'amour. Et justement, ce qui est particulier, c'est comment s'appelle ce tableau. Ce qui allume l'amour l'éteint. C'est une phrase quand même assez philosophique. Alors, qui apparaît bien sûr sur le cartel, mais qui apparaît aussi en dessous du petit angelot. Ce qui allume l'amour m'éteint. Et l'angelot qui est là, c'est Cupidon. Il y a quand même toute cette symbolique aussi très appréciée au XVIIIe siècle, la référence à l'Antiquité qui est présente. Sur cette œuvre ici, on voit de nouveau une jeune femme, un jeune homme, une femme âgée et puis deux petites filles. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que Boilly, par rapport à ce qu'avait demandé la Palom, va prendre va faire quelques choix qui n'ont pas été totalement validés, notamment la présence du chien ici et des deux petites filles. C'est assez particulier parce que justement, généralement, le chien représente plutôt la fidélité, que ce soit en amitié ou en amour. Et là, le titre de l'œuvre, le sujet de ce tableau, c'est que l'amour est éphémère. Ce qui allume l'amour l'éteint, c'est justement cette flamme du début qui risque de l'éteindre ensuite. Alors, c'est assez particulier d'avoir ce genre de choses, mais encore une fois, et là, par rapport à la lumière, on est sur une toute autre ambiance, quelque chose qui est vraiment en pleine lumière. On a cette jeune femme qui montre du doigt Cupidon, ce jeune homme qui s'interroge, peut-être sur la phrase qui est indiquée, et puis plutôt le côté sage de l'amour, quelque chose de plus vieux, l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants, l'amour qu'on peut avoir pour sa famille, avec ces petites filles qui ont l'air un peu de se bagarrer pour la poupée d'ailleurs, comme deux sœurs peuvent s'aimer par exemple. Donc c'est assez particulier au niveau du sujet, puisqu'il a pris des libertés, on est un peu flou par rapport à ce qu'il a voulu transmettre sur cette œuvre. En revanche, le travail des matières, il est vraiment exceptionnel. Toujours le satin de la robe, par contre, on se rend compte aussi du velours de la culotte du jeune homme et de son veston qui, lui, est plutôt en satin, je pense, mais aussi des dentelles et des tenues des petites filles. Donc le rendu des matières, encore une fois, est vraiment, vraiment bien réalisé. Et pareil pour le poil du chien. Alors, notamment, c'est assez rare d'avoir un chien avec un poil aussi bien réalisé. C'est des éléments auxquels on prête parfois moins d'attention, mais là, Boilly a vraiment préféré mettre en avant ces personnages que le décor qu'on a autour, à part cette statue. Mais sinon, le décor est assez simple, une porte à moulure, des murs avec aussi des moulures, comme on peut retrouver d'ailleurs ici, quelque chose quand même d'assez simple. Et ensuite, le dernier de Boilly que nous avons ici, c'est celui-ci qui s'appelle Le Vieillard jaloux, qui date de 1791. Je vous parle encore des matières et après je vous laisse tranquille avec ça. Mais encore une fois, le satiné, les effets de plumes et encore le velours ici de la tenue du vieil homme est quand même assez particulier. Toujours avec notre petite histoire, mettons celui-ci à part, mais revenons aux deux premiers. Il y a la rencontre, il y a la visite peut-être un peu surprise du jeune homme, imaginons. Et bien là, c'est par contre la surprise du vieillard qui est sûrement jaloux de cette relation, parce qu'on voit la jeune fille soit qui se défend, soit qui proteste contre la colère de ce monsieur. Alors on voit bien la posture, il est droit comme un piquet, il a les pieds bien ancrés dans le sol, il a le doigt menaçant, donc on voit vraiment son émotion à ce moment-là. La jeune fille, elle est un peu perdue entre la défensive et en même temps autre chose, soit la fuite, peut-être aussi, soutenue par cette vieille dame et la jeune fille. Et derrière le paravent, là je ne sais pas si vous le voyez, toujours, venez nous voir au musée Sondelin, on a un jeune homme caché dans la pénombre, encore une fois. Et là par contre pour la lumière, sur les autres on avait des sources de lumière bien distinctes, là on a tout qui est mis en lumière de ce côté-ci. L'homme, puis la femme, et enfin le jeune homme qui est peut-être la source de la colère de ce vieil homme. Alors,
toujours de sujet de l'amour, hein, bien entendu, de l'amour dans tous les sens du terme, bien entendu. C'est, voilà, il faudrait qu'on ait ces 11 tableaux qui sont éparpillés un petit peu partout dans France et en Europe pour pouvoir avoir une vue d'ensemble vraiment sur ce thème, tout ce qui aurait pu être mis en avant par Boilly, mais en tout cas, pour un portraitiste, c'est quand même un beau travail, 11 tableaux sur le même thème, très peu l'ont fait. Et là ici, Boilly, on peut être assez chauvin et se dire qu'il est notre région. Et il a fait quand même un très beau travail. Alors pour ma part, nous en avons fini avec le parcours des Beaux-Arts. Sachez qu'il y en a encore plein d'autres, des œuvres à venir voir, des gigantesques, des magnifiques, des plus petits, mais en tout cas, vraiment ça vaut le coup d'œil. Donc n'hésitez pas à nous voir au musée Sondelin. Et à bientôt.